Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Handball en National 2, Montigny, le Bretonneux s'est imposé ce week-end dans son gymnase contre le deuxième du classement Le Havre. Un résultat qui permet aux Igny-Montaigne de quitter la dernière place du championnat. Tous les détails dans ce 7-8 Sport. Football ont joué ce week-end le premier tour de la Coupe de France. Le club de Villepreux a réalisé l'exploit en s'imposant au bout du suspense 3-2 contre Draveil. Une équipe classée une division au-dessus des Villepreusiens. Plus de renseignements à suivre. Karting, nous recevrons dans ce magazine le nouveau prodige des circuits, Jimmy Elias. Le Guyancourtois vient d'intégrer la prestigieuse écurie Tony Kart et participe au championnat du monde. Son manager, Christophe Perrin, l'accompagnera sur ce plateau. Coup de projecteur maintenant sur les principaux résultats sportifs du week-end dans le département. On commence par du handball féminin en National 2. Montigny, le Bretonneux en difficulté dans ce championnat, a engrangé sa 4e victoire de la saison contre Le Havre ce week-end. Score final 23-20, des images de Nicolas Dandry. Un succès rassurant pour Montigny, le Bretonneux, dernière du championnat de National 2 avant la rencontre. Les Igny-Montaigne se sont imposés 23-20 contre Le Havre dans un match maîtrisé de bout en bout. Franchement, on est parti jouer le match vraiment sans stress. Pour se faire plaisir et faire notre jeu, et on est vraiment très, très contente. À l'entraînement, on a fait des choses simples pour remobiliser un petit peu les joueuses, pour les remettre en confiance, retravailler énormément la finition parce qu'on avait beaucoup de duels perdus face à la gardienne. Donc ça a été le travail de toute la semaine et je pense que ça a payé. Avec cette 4e victoire de la saison, les Igny-Montaigne pointent désormais à la 11e place sur 12 équipes engagées. Une place anecdotique car aucune descente n'est programmée cette année avec la nouvelle réforme du handball. L'occasion pour le staff de tester certaines joueuses en vue de la rentrée prochaine. On travaille pour l'année prochaine, c'est ce que j'ai dit à mes joueuses. Tout le travail que l'on fait là, c'est pour l'année prochaine. Donc allez-y à fond, vous prenez pas la tête, jouez comme vous voulez, jouez comme, comme vous le sentez. Et puis surtout, faites-vous plaisir. Et là, elles se sont fait plaisir. Pour continuer à se faire plaisir, Montigny, le Bretonneux se déplacera le samedi 12 mai sur le terrain d'Aubervilliers. Une équipe qui les devance d'une place au classement. On continue par du handball, mais cette fois-ci masculin. On jouait ce week-end pour le compte de la 18e journée du championnat de National 3. Plaisir à réaliser une mauvaise opération ce samedi soir en s'inclinant sur le terrain de Marolles 28-26. Leur deuxième défaite en 3 matchs, un résultat qui peut avoir un impact sur la suite du championnat. Plaisir perd sa 2e place au profit de son adversaire du jour et n'est plus barragiste pour la montée en fin de saison. Prochain match pour les Plaisirois le 13 mai à domicile contre l'entente Plécéenne. On ouvre maintenant une page football. Ce dimanche soir, un Yvelinois a brillé avec Guingamp face au Paris Saint-Germain en clôture de la 35e journée du championnat de Ligue 1. Son nom, Ludovic Blas, le joueur de 20 ans qui a fait ses débuts à 7 ans au club de Rambouillet. Aujourd'hui, espoir de l'équipe de France, a inscrit un superbe but en pleine lucarne à la 44e minute de jeu. Une réalisation qui ne permettra pas aux Guingampais de l'emporter. Score final, 2 buts partout. Le PSG jouera d'ailleurs la finale de la Coupe de France le 8 mai prochain contre les Herbiers, un club semi-professionnel. Un parcours que Villepreux, club de 3e division de district, espère imiter dans les prochains mois. La première étape a déjà été franchie. Les Villepreusiens se sont imposés lors du premier tour de la Coupe de France contre les Essonniens de Draveil, un club classé une division au-dessus des Yvelinois. Le résumé du match, les images sont signées à Nicolas Dandry. Une victoire au bout du suspense, Villepreux a réussi à se qualifier pour le 2e tour de la Coupe de France grâce à ce coup franc zidanesque. Pourtant, rien n'a été simple pour les Villepreusiens face à Draveil. Menés 1-0 et réduits à 10 en début de match, les Rouges ont réagi pour mener 2-1 avant la mi-temps. Malheureusement, nous on prend un rouge un peu compliqué à accepter, malgré qu'ils disent que c'est les règles. Eux, ils font 5, 6, 7, 8 fautes, ils n'ont pas un carton. À 10 contre 11, on est en train de faire du 2-1. On continue le travail qu'on est en train de faire depuis des matchs et des matchs. Le travail va finir par payer à la fin. Au retour des vestiaires, les Villepreusiens souffrent face aux pensionnaires de 2e division du district. Draveil finit par égaliser à 2 buts partout sur corner. Après, quand on est revenu, on s'est dit qu'on défendait solidaire et on a défendu peut-être un peu trop bas. Un but encaissé qui a servi d'électrochoc. Villepreux pousse et finit par marquer le but de la victoire dans les dernières secondes. Score final 3-2. C'est la délivrance. C'est le résultat de 2 mois et de mois de travail, une délivrance, aller jouer une équipe une division au-dessus. On va, en plus, comme il a dit, 80 minutes à 10, c'est compliqué. C'est la récompense. Comme je leur ai dit dans le petit message, ça reste de la Coupe de France. Il y a la télé qui vient, il y a les supporters qui sont là et ainsi de suite. Faites-vous plaisir avant tout et ce sera le résultat.
Prochain tour pour Villepro début juin contre un adversaire encore inconnu. Les supporters, eux, commencent à prendre goût à la Coupe de France. Dans les autres rencontres de ce premier tour de Coupe de France, parmi les principaux résultats, Bois d'Arcy est allé s'imposer sur le terrain de Villiers-sur-Orge. Maurepas engloutit l'équipe Les Petits Pins 9-2 et l'Encourt s'incline 3-2 à domicile contre Savigny Foot. Voisin le Bretonneux s'impose 1-0 sur le terrain de Villemoisson. La Verrière domine facilement Vigneux 3-1. Victoire sur le même score de Montigny-le-Bretonneux sur le terrain de Vrains. En football américain, cette fois-ci, on jouait pour le compte de la 9e journée du championnat de 2e division. Dans un match capital pour la montée, les Templiers d'Elancourt se sont inclinés 24-16 sur le terrain du leader, les Spartiates d'Amiens. Une défaite qui pourrait compromettre leur chance d'accession à l'étage supérieur. Prochain match pour les Templiers le 12 mai prochain à domicile contre les Diables Rouges de Villepinte. Après le football américain, du baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux n'ont pas fait de détails ce week-end contre les Boucaniers de La Rochelle. Les Îles-Montins l'ont emporté ce dimanche 13-3 dans la première rencontre et 12-3 dans la seconde partie. Deux victoires qui permettent aux Saint-Quentinois d'être 4e du championnat de première division avec 2 matchs de retard. On continue ce 7-8 sport par du karting. Les Yvelines pourront peut-être se vanter dans quelques années d'avoir vu grandir un pilote de Formule 1. Jimmy Elias, un Guyancourtois de 9 ans, affole les compteurs. Après avoir remporté ces dernières années le championnat de France de karting, aujourd'hui il use sa gomme sur les circuits des championnats du monde. En Italie, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Jimmy Elias avec son nouveau manager Christophe Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Alors ces débuts sont-ils encourageants, Christophe ? Alors oui, je pense que Jimmy a déjà démontré toute sa vitesse de pointe et pas plus tard que ce week-end où on était à Sienne ensemble. Pour une première année, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il est quand même très jeune, c'est une première année où il apprend tout, les circuits, les nouveaux châssis, rouler dans un environnement qui lui est complètement nouveau. Il faut également qu'il s'acclimate à l'anglais, à l'italien un petit peu. Ça fait beaucoup de changements pour Jimmy. Et je trouve que pour l'instant, pour une première année, il s'en sort plus qu'avec les honneurs. Jimmy, est-ce que tu penses pouvoir faire mieux ? Est-ce que c'est possible, selon toi ? Pour moi, j'ai encore beaucoup à apprendre et réussir. Il garde la tête froide malgré ses très bons résultats. Il garde la tête très froide et il est très travailleur. Donc ça, c'est une qualité qu'on peut retrouver chez tous les grands champions. Donc c'est ça aussi qui me donne envie de pouvoir le faire progresser et le faire arriver au plus haut point. Et c'est une catégorie où il y a beaucoup de pilotes internationaux. Oui, beaucoup. Dans ton équipe, il y a plusieurs nationalités, si j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve comme nationalité, par exemple ? Un Chinois, un Saoudien, un Français, un Tchèque, République tchèque, et voilà. D'accord. Les meilleurs pilotes mondiaux, on peut le dire. Voilà, tout à fait. Les meilleurs pilotes mondiaux font leurs âmes dans ces catégories-là. Et comment on fait pour le gérer quand on est un manager ? Le but, c'est de faire prendre conscience à Jimmy de tous les enjeux et de tous les pourtours, tous les petits détails qui vont faire au final la différence sur la piste. Donc Jimmy a indéniablement un talent naturel qui est assez important. Maintenant, avoir du talent, ça ne suffit pas. Et donc là, moi, je suis là pour essayer de lui apprendre et lui faire prendre conscience de tout ce qui est autour. Et comment bien gérer une séance d'essai qualif, comment se comporter avec les partenaires, parce que ça fait aussi partie du métier de sportif de haut niveau. Donc voilà. Alors tu as rejoint Tony Kart Racing Team récemment, l'une des plus grosses écuries de karting. Pourquoi, Jimmy ? Parce que il y a beaucoup de niveaux et j'aime bien cette écurie. Et est-ce que ça te permet, selon toi, de t'améliorer encore plus ? Oui, beaucoup à apprendre. Tony Kart, c'est vraiment, Christophe, la meilleure écurie aujourd'hui, en ce moment. C'est les meilleurs fournisseurs de châssis. On peut dire aussi qu'on bénéficie d'un encadrement assez exceptionnel avec Marco Ardigo, qui a été multiple champion du monde de karting, qui est là pour encadrer les jeunes et pour les former vraiment. Donc on va dire que pour moi, Tony Kart aujourd'hui dans le monde du karting, c'est la meilleure école. Et c'est vous qui l'avez conseillé ? Oui. Vous êtes son manager depuis 5-6 mois. C'est relativement récent. C'est vous qui l'avez conseillé ? Oui, tout à fait. Et donc Tony Kart fonctionne aussi également avec Ferrari Driver Academy. Est-ce que c'est un tremplin pour aller chez Ferrari ? Alors oui, ou est-ce que le raccourci est un peu facile ? Non, ils ont un partenariat avec effectivement la Ferrari Driver Academy, donc ça donne lieu à des rencontres entre les pilotes qui font partie de la Ferrari Driver Academy et les jeunes de Tony Kart.
c'est effectivement l'occasion de créer des liens intéressants avec cette académie-là. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que Jimmy ira chez Ferrari. C'est une occasion de créer des liens. Mais en tout cas, le partenariat est entre Tony et la Ferrari Driver Academy. Alors Jimmy, tu as un nouveau kart cette année. Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau kart? Très bien. Très bien. Il va vite? Oui. Comme vous le disiez, finalement, le Tony Kart, c'est les meilleurs sur le marché en ce moment. Oui, tout à fait. Suivant les catégories, parce qu'il y a plusieurs catégories, donc ça démarre à 9 ans et ça va, après vous pouvez rouler jusqu'à plus de 20 ans, hein, même si vous le souhaitez. Mais on va dire que Tony Kart, dans toutes les catégories dans lesquelles ils sont passés, ils ont appris et ils ont gagné à un moment donné. Donc on va dire que c'est vraiment une référence en la matière dans le milieu. Ouais. Et comment on fait pour façonner un talent comme Jimmy? Vous avez côtoyé de grands pilotes de F1 sur ces 15 dernières années, notamment Bottas, Esteban Ocon, Kobayashi. Pourquoi ces pilotes ont réussi? Et qu'est-ce qu'il faut faire, vous, en tant que manager, pour aider Jimmy pour atteindre ces niveaux-là? Alors déjà, je pense qu'il y a une caractéristique qui les caractérise tous, c'est la détermination. Je pense que les trois que vous venez de citer montraient une détermination un peu hors du commun, et Jimmy a cette détermination-là. Donc ça, c'est quand même en dehors, bien sûr, du talent naturel. Vous avez beaucoup de pilotes qui ont du talent, mais soit ils ne sont pas travailleurs, soit ils n'ont pas la même détermination, et c'est ce qui peut faire la différence. Après, il faut également de l'intelligence et il faut également le goût du travail. Donc, c'est des qualités que compte Jimmy, parce que des pilotes qui vont très vite mais qui ne sont pas très malins, il y en a aussi beaucoup. Il a ce petit truc, Jimmy? Oui, Jimmy a ce petit truc. Il a cette intelligence, il a cette... pas plus tard que ce week-end, il a fait un très beau dépassement dans une manche au dernier virage du dernier tour d'une manche. Bon, il a su attendre le bon moment pour pouvoir mettre son dépassement. Il a su, et ça montre déjà une certaine maturité malgré son jeune âge. Jimmy, quel est ton plus grand rêve? Être pilote de Formule 1 et être champion du monde en Formule 1. Et est-ce que tu as un modèle? Comme... Parce que Esteban Ocon est son parrain. Hein. Oui, tout à fait. Esteban est son parrain sportif. Son parrain sportif. Ouais. Donc, comme Esteban Ocon? Oui. Vous voulez ça? Oui. Tous les deux? Oui, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant sa carrière et en GP3 et en DTM, donc c'est vrai que j'entretiens des liens en plus particulier avec Esteban, donc c'est vrai que c'est un souhait qu'on a. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On continuera évidemment à suivre ta carrière, Jimmy, avec attention. Est-ce que vous êtes des fans absolus de basket, notamment de la NBA? Un petit peu, je suis de loin. Un petit peu, Jimmy? Un petit peu. Un petit peu également. Le reportage qui va suivre devrait vous intéresser. Evan Fournier jouera aux États-Unis dans la franchise des Orlando Magic. C'était mardi dernier à Carrières-sous-Poissy. Le sportif a inauguré le 4e Oops Corner de France. Le concept, les joueurs peuvent s'affronter sur 2 mini-terrains de basket en indoor. Des images de Marion Ptac. Son visage est connu de tous les fans de la NBA. Evan Fournier, joueur du Magic d'Orlando et de l'équipe de France, a traversé l'Atlantique pour inaugurer le 4e Oops Corner de France à Carrières-sous-Poissy. Un équipement doté de 2 mini-terrains de basket en indoor pour que les joueurs puissent s'affronter en 3 contre 3. Ça me fait super plaisir. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Et quand t'es gamin, t'as vraiment 2 choix, soit jouer en club, soit jouer sur les playgrounds. Et donc voilà, ça c'est une alternative un petit peu différente. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mal au genou maintenant, c'est parce que je jouais sur les playgrounds toute ma jeunesse. Et donc si j'avais eu ce genre de terrain, j'aurais adoré. Le sportif de 25 ans, originaire du Val-de-Marne, a également profité de cet événement pour rencontrer des jeunes du club de basket de Magnanville. Il est très grand. Très grand. Et ouais, il est gentil et il accepte de prendre des photos avec nous, donc c'est cool. On m'a dit l'inauguration de Factory Corner là. Je savais qu'il allait avoir une personnalité, que ce soit NBA, même Pro A, même Pro B, même une légende. Et on m'a dit il allait avoir Evan Fournier, ça m'a fait un choc. Et dès que je l'ai vu, même que j'ai dit bonjour, ça m'a fait bizarre. Il joue en équipe de France, il joue dans une grande équipe aux États-Unis. Et enfin, c'est impressionnant de le voir parce qu'il est quand même gros, il est balèze et juste de le voir dire bonjour, de le checker, c'est impressionnant. Avec Evan Fournier comme parrain et avec ses nouvelles infrastructures flambant neuves, le Oops Corner de Carrières-sous-Poissy espère attirer plusieurs centaines de clients chaque mois. Pour dribbler sur ces terrains, les joueurs devront débourser entre 40 et 50 € pour 1 heure. Après le basket, nous passons au ballon ovale. Le rugby club de Versailles jouera ce dimanche 6 mai contre Roubaix en 32e de finale du championnat de France. La rencontre se disputera sur terrain neutre. Pour nous parler de ce rendez-vous du beau monde sur ce plateau, nous recevons le responsable communication du club, Pierre Chevalier, le président Éric Tournier et le capitaine Jean Lannéry. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, tous les joueurs rêvent
de ces championnats de France en début de saison. Pourquoi, Pierre Chevalier? C'est ce qui fait le sel et la particularité du rugby, c'est d'avoir... Ça passionne vraiment tous les rugbyman. Complet. C'est-à-dire qu'une saison, ça se passe d'abord en poule avec des qualifications pour terminer le plus haut dans une poule et puis pouvoir justement avoir cette chance de jouer les phases finales, c'est-à-dire pour faire comme les grands, d'aller chercher un bouclier, le bouclier de Brennus pour le top 14 et puis un bouclier tout aussi valeureux, moins prestigieux peut-être pour les catégories en dessous. Et c'est le cas en honneur pour le RC Versailles. Alors là, on va revenir sur cette rencontre contre Roubaix. Les joueurs se sentent comment à quelques jours de ce grand match? On se sent très bien, on se prépare très bien pour cette rencontre. Donc après, la vérité du terrain, on verra ce qui se passe dimanche. En tout cas, on sort d'une belle semaine d'entraînement avec un stage ce week-end. La cohésion est là, on a envie de jouer ce match et on verra, on aura tout le monde sur le pré pour faire un gros match. Il n'y a pas trop de stress à l'approche d'un tel événement? Non, on a tous plus ou moins fait quelques matchs de phase finale dans notre carrière, entre guillemets. Je pense qu'on aborde ce match très bien, donc il n'y a pas de raison d'être stressé plus que ça. Il faut qu'on soit serein dimanche pour faire une belle partie. Président, il peut y avoir une part de stress sur ce match, car en début de saison, je le rappelle, vous aviez annoncé la montée. Ouais. Le stress, il est peut-être pour les dirigeants plus que pour les joueurs. Clairement, on avait affiché en début de saison une montée en Fédéral 3. On a encore cette possibilité-là. Il est vrai que nous, on prépare déjà la saison prochaine, donc on met en place tout ça. On a 2 hypothèses, du coup. Donc le stress, il est bien à notre niveau et on espère ne pas le transmettre à nos joueurs qui, ils ont un groupe solide, ils s'entendent très bien, donc on va essayer de profiter du bon moment, quoi. Vous allez aller un petit peu dans les vestiaires avant la rencontre? Oui, mais je vais me faire tout petit, en même temps c'est pas très dur, mais oui, bien sûr, parce qu'il faut être dans l'ambiance et un regard suffit et on sera là en tout cas. Vous tombez donc en 32e de finale contre Roubaix, qui reste sur 2 montées successives de PH à Fédéral 3, champion de Flandre. C'est un épouvantail, concrètement, Pierre Chevalier? C'est un tirage difficile. C'est une vieille connaissance du RC Versailles, parce qu'on a été, il y a une dizaine d'années, dans la même poule de Fédéral 3, déjà à l'époque. Donc c'était déjà ce niveau fédéral que Roubaix va retrouver, effectivement, en étant passé de PH à Honneur, puis là, de Honneur à Fédéral 3. Donc oui, gros tirage. A priori, un très bon groupe qui se connaît bien. Là, c'est le match peut-être le plus difficile qu'aura à jouer le RC Versailles, parce que on sort d'une période de 2 semaines, 3 semaines sans match. Bon, après un bon stage et une bonne cohésion, mais donc il y a un tirage difficile. Ça va être un match rugueux, un match qui va se jouer sûrement devant. Ouais. Capitaine, vous êtes outsider sur ce match, à votre avis? Clairement, nous on finit 5e du comité Île-de-France, eux finissent premiers, ils vont chercher le bouclier des Flandres. Donc nous, on sera outsider. Après, on a plein de choses à faire valoir et on mettra le paquet pour passer dimanche. Et quelles sont les recettes pour emporter la victoire, Président, à votre avis? Ça jouera dans l'avant-match peut-être, la préparation de la rencontre? Bon, je sais pas. L'avant-match, je pense qu'on a des coachs qui préparent très bien cette rencontre. Il y a des vidéos, ils sont très professionnels et ils ont bien en face l'analyse des adversaires. Notre groupe, il est très uni, ils s'entendent bien, ils jouent bien. Et non, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a sans doute aussi le climat. Est-ce qu'il fera beau? Est-ce que le terrain sera lourd? Voilà, ça peut jouer aussi. Après, Versailles préfère quel type de terrain? Sec, clairement sec. On n'a pas forcément beaucoup de gros. On est plutôt une équipe qui joue. Donc clairement, face à Roubaix, où on sent d'après nos informations, ils sont costauds. Donc il faut espérer qu'il ne pleuve pas et que le terrain soit sec et qu'il fasse beau et pas trop de vent. Et Pierre Chevalier, vous vouliez réagir. À ce stade de la saison, de toute façon, ça se joue au mental. On est avec des équipes qui ont passé déjà une saison, qui ont déroulé en poule. Et là, ça va se jouer à des petits détails, surtout dans la tête, justement, l'envie d'y croire, l'envie de progresser, l'envie de passer ce tour-là. Après quelques semaines sans match. Et puis peut-être un petit facteur chance aussi qui fait basculer dans un sens ou dans un autre.
Dernière question, vous comptez sur le soutien de vos supporters? Ils font le déplacement déjà jusqu'à Noyon, Compiègne ou Beauvais. On ne connaît pas encore le terrain. Oui, on compte sur eux. Ils ont été très actifs cette année. Il y a une super association de supporters qui s'est créée pour nous encourager, qui se déplacent souvent nous voir à l'extérieur et puis à domicile. Et il y a une sacrée ambiance. Donc on compte sur eux. Et puis ça va faire partie du folklore autour de ce match. On a hâte de jouer aussi pour eux. Président, vous allez organiser un déplacement? Oui, bien sûr. C'est prévu. On attend de connaître le lieu, mais il y a le bus. On va sans doute réserver un restaurant. On va faire ce qu'il faut pour se mettre dans l'ambiance du match. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau et bon courage pour le match de ce week-end contre Roubaix. Bon courage. De la boxe à présent, l'élan courtois Marvin Petit a fait beaucoup parler de lui cette semaine dans la presse spécialisée. Le boxeur de la team Farouja a défié sur les réseaux sociaux l'américain originaire de Baltimore, Gervonta Davis, numéro 1 américain et numéro 3 mondial, petit protégé de Floyd Mayweather qui a réalisé 20 combats depuis ses débuts chez les professionnels pour 19 KO. Nous avons joint par téléphone Marvin Petit, on l'écoute. J'ai toutes mes chances. Je suis quelqu'un, je suis un guerrier, je lâche rien. Et il n'aime pas les mecs qui rentrent dedans. Il est perdu. Dès que c'est vrai, certes, c'est un sacré boxeur. Il a 20 combats, 20 victoires, 19 KO. Mais devant qui? Devant qui? Après, il faut voir aussi. Devant les mecs qui tiennent pas la route. Il faut voir aussi ça. Tout se joue dans la boxe. Et sur un coup, on peut éteindre n'importe qui. Marvin Petit a déjà été champion de France, champion d'Europe et compte 23 victoires en 25 combats. Gervonta Davis n'a pas encore communiqué sur ce possible rendez-vous. Un mot de golf à présent. Un très beau plateau prend forme pour le prochain Hainney Open de France qui se déroulera du 28 juin au 1er juillet sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. La nouvelle est tombée mercredi dernier. Les spectateurs pourront voir sur les greens Saint-Quentinois pour la deuxième année consécutive le numéro 4 mondial, l'Espagnol de 23 ans Jon Rahm, récent vainqueur de l'Open d'Espagne, 4e du mythique Masters d'Augusta cette année. Je vous propose de regarder un extrait de ses dernières performances. Rahm's first regular European Tour appearance. Of course, where he very much hopes to be making a Ryder Cup debut. Oh, get in! Oh, Jon Rahm! Eagle 3! What is this kid like? Jon Rahm makes his mark on the European Tour. He follows in the footsteps. Lors de la dernière édition, l'Espagnol Jon Rahm avait terminé dans le top 10 de l'Open de France. Il a déclaré vouloir faire encore mieux cette année. Il espère surtout réaliser un résultat pour montrer qu'il a définitivement sa place pour la prochaine Ryder Cup qui se tiendra sur le même parcours que l'Open de France en septembre prochain. On continue à parler de golf et de Ryder Cup. C'est désormais une tradition. Ce magazine TV78 vous propose tous les lundis de découvrir les plus grands moments qui ont marqué l'histoire de la compétition. Aujourd'hui, le directeur adjoint du Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, Philippe Pilato, vous présente l'un de ses meilleurs souvenirs de la compétition. Regardez. Quand je pense à la Ryder Cup, en fait, la première image et ce qui m'a vraiment passionné dans cette compétition, c'est 1991, Kiawah Island. En fait, j'ai découvert le golf dans ces années-là, en 1991-92, et complètement par hasard, sur le golf sur lequel j'ai découvert le golf, j'ai découvert un pull sur lequel il y avait un logo Ryder Cup. Passionné par l'histoire du golf, surtout par le côté, les origines. Je vais voir le pro, je lui demande Kiawah, ça représente quoi, la Ryder Cup? Et il m'a dit, viens, je vais te montrer quelques images et je vais te montrer ce que c'est que la Ryder Cup. Et donc on va, à l'époque c'était encore des cassettes VHS, donc on met la cassette, il me montre les images, et là, qu'est-ce que je vois? Donc Ryder Cup, confrontation, équipe américaine, européenne. En plus, à l'époque, il y avait des figures emblématiques telles que Severiano Ballesteros, des Woosnam, des Montgomery, de côté américaine, Azinger, Corey Pevin, Calcavecchia et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je vois par rapport à l'image, moi, que j'avais toujours vue dans les bouquins du golf, dans lequel j'évoluais et tout ça? Je vois deux équipes qui se battaient, et c'est réellement le terme, parce que dans les comportements à la fois des spectateurs, le comportement des joueurs, dans la façon dont les joueurs également américains ont fêté la victoire, parce que sur ce tournoi-là, c'est les Américains qui avaient gagné, ça a vraiment été la bataille, c'est-à-dire aucun respect,
entouré des joueurs, les spectateurs qui étaient limite et qui applaudissaient quand les joueurs européens faisaient des mauvais coups. Et ça, réellement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette compétition? Qu'est-ce que c'est que, entre guillemets, un petit peu ce sport, le golf, qui paraît si poli, où on fait attention aux joueurs, où on est vraiment très à l'écoute et à faire très attention à ce que font les autres. Et en fait, cette Ryder Cup, ce comportement malheureux, on va dire, des Américains, c'est réellement ça qui m'a donné envie de continuer. Et depuis 1991, je ne manque jamais d'édition parce que je trouve que par rapport à cela, par rapport à l'image qu'on peut se faire du golf, du côté individuel, et vraiment là on sentait, même si c'était un peu exacerbé, un côté équipe, un côté on va dire même fusionnel et un côté revendication de se battre réellement, quelle que soit la façon, pour battre et ramener ce trophée. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.